Soit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Aujourd'hui, preview du combattant attendu, le retour de Mike Tyson contre Roy Jones Jr. qui sera diffusé sur la chaîne Action le 29 novembre à partir de 4h du matin avec, attention aux commentaires, Charles Bietri et Mathieu Kassovitz. Donc voilà, c'est diffusé en France. Mathieu Kassovitz ? Et Mathieu Kassovitz, c'est oui, qui avait fait, je crois, il avait D'accord. pas eu un rôle dans un film de boxe là, où il jouait un espèce de journeyman qui était pas mal. C'était lui qui l'avait fait le film. Ouais. Et oui, sparring, et il avait aussi le premier rôle, je crois. Ouais. Ouais. Mais parce qu'il s'entraîne depuis, il s'entraîne comme un boxeur depuis des années, je crois, effectivement. Ouais. Exactement. Comme un boxeur, mollo, hein. Il aime bien la boxe, mais Non, je crois qu'il s'entraînait vraiment comme un boxeur et je crois qu'il a fait, je crois, un mini documentaire sur le fait que. Non, attends, tu me feras pas passer le Kassovitz pour Bébel, hein. On se calme, hein, tu vois. On se calme tout de suite. Ah, avec bien sûr, mais Kassovitz. il est irremplaçable, Bébel, bien sûr. Il est remplaçable, il est Ou toujours même, là. Attention. ouais. Ou même Jean Marais, hein, cela dit. Oui, voilà, exactement. Donc, Mike Tyson remonte sur les rings 15 ans après son dernier combat, dernière défaite. Et donc là, c'est un combat d'exhibition, 8 rounds de 2 minutes, où il n'y aura pas de juge. Donc ça peut soit se terminer, bien évidemment, par un match nul ou un TKO. Selon toute vraisemblance, Mike Tyson part favori. Alors, messieurs, est-ce que déjà vous êtes intéressés par ce combat qui, mine de rien, pour ma part, voilà, mon papa de 65 ans m'a dit, dis donc, Mike Tyson remonte sur les rings. Mais moi, je vais laisser partir Poli parce que c'est son océan. Mais je tiens juste à dire que d'un autre côté, je trouve que mettre Mike Tyson en mode favori évident, déjà, pour moi, il y a un truc qui déconne. Hein. Parce que le fait qu'il y en ait un qui a arrêté depuis 15 piges, tandis que l'autre a continué jusqu'à il y a 2 ans, déjà, pour moi, c'est un énorme indicateur qu'au moins, on devrait les mettre au même niveau parce que d'autant plus que Roy Jones, maintenant, il est... alors, je ne sais plus à combien il a combattu dans son dernier combat, mais je crois que c'était soit light heavyweight, soit heavyweight. Donc, le fait de mettre Tyson favori évident, déjà, personnellement, je trouve ça assez ouf, honnêtement. Ouais. Non, moi j'aimerais rebondir déjà sur ce que disait Guillaume sur l'attraction du combat avant de rentrer plutôt dans le vif du sujet. Je suis partagé moi en fait sur ce combat, enfin comme beaucoup de gens, parce que je pense que tous ceux qui aiment la boxe sont fans et de Mike Tyson et de Roy Jones. C'est des gens exceptionnels. À leur manière, chacun à leur manière. En plus, c'est des individualités extrêmement marquées, avec un style extrêmement marqué. Donc, ça plaît tout de suite, en fait, ce genre de personnes. La perspective d'un combat Mike Roy Jones, je pense qu'elle aurait plu à beaucoup de gens, même si c'est pas la plus évidente qui soit. Hein, quand on imagine un combat de rêve, Mike Tyson, on l'imagine plus contre d'autres types. Moi, par exemple, un combat que j'aurais adoré, c'est Mike Tyson, George Foreman, par exemple. Mais à l'époque où ils étaient un peu plus dans leur prime, on va dire. Là, il y a un côté un peu carnavalesque dans ce combat, quand même. Je dis ça avec toute l'admiration que j'ai pour les deux gentlemen. Hein. C'est 8 rounds de 2 minutes. Ça fait un peu Logan Paul, quoi. Ça fait un peu mise en scène, méta, post-moderne de la boxe. Oui. Mais oui, non, mais je sais, mais ça devient plus un événement qu'un événement sportif. Complètement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'apprécier. C'est-à-dire que moi, je peux apprécier un bon happening artistique, hein, pour prendre des termes un peu plus liés à l'art, tu vois, et à l'événementiel. On se souvient, on l'a jamais vécu, mais bon, par exemple, Jack Johnson, champion du monde de la boxe, avait rencontré un poète français qui s'était fait démonter, qui s'appelait Arthur Cravane, par exemple. Ça, c'est dans l'histoire de la boxe. On a toujours eu des rencontres comme ça. Ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir voir Mike Tyson. Il a l'air d'avoir pris le truc vachement au sérieux en plus. Ouais. Donc ça fait vraiment plaisir. Il ne vient pas pour cachetonner. On l'a vu s'entraîner avec... D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il s'entraînait avec Cordero. C'était un peu étrange, mais vas-y, pourquoi pas. Tu vois, ça m'a plu. Et puis bon, comme disait Rust, en revanche, Roy Jones, lui, n'a jamais vraiment... Enfin, ça ne fait pas très longtemps qu'il a quitté le monde de la boxe. Il a eu une longue carrière. Pardon ? Il était temps, cela dit. Oui, c'est vrai, d'autant que je pense que si j'avais suivi la carrière de Ron Jones en même temps tu vois, qu'il évoluait,
je ne lui aurais pas prédit une grande longévité. Parce que quand même, Roy Jones, c'est un mec qui misait énormément sur ses réflexes, sur sa vitesse, sur son explosivité. Et c'est généralement des styles qui vieillissent mal. C'est-à-dire que Roy Jones, il illustre quelque chose qui est très intéressant, c'est que je pense que les techniques de boxe, moi, ma théorie, quand tu apprends dans une école de boxe et tout, c'est pour le monsieur tout le monde. Quand on te dit, tu te mets en garde comme ça, tu lèves tes bras comme ça, tu jabs comme ça, tu te déplaces comme ça, tu dois avoir les épaules en dessous de tes pieds, c'est en fait le style qui va à peu près correspondre et fonctionner pour la majorité des gens. Mais il y a des gens qui ne font pas partie de la majorité des gens, qui ont des caractéristiques physiques innées qui sont tellement supérieures à la moyenne ou de compréhension, qui peuvent se jouer de ces règles-là. Je pense à Roy Jones, je pense à Nassim Hamed, par exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Même, d'une certaine manière, même Mohamed Ali est comme ça. Même Mohamed Ali, la façon dont il boxe, c'est pas le truc que tu apprendrais à un mec qui commence la boxe. Néanmoins, ça a marché pour Roy Jones. Ça a marché même au-delà de mes espérances, parce que moi, je pensais que dès qu'il commençait, bon, évidemment, il a eu un déclin de niveau quand il a commencé à ralentir, mais il a continué à faire de la boxe, ce qui est quand même assez incroyable. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, Guillaume, moi je suis intéressé par le combat, mais pas en tant que combat de boxe, en tant qu'événement, on va dire, sportif, un peu festif, surtout en ces temps troublés, hein, ça fait toujours plaisir. Et de l'autre côté, je me joins aussi à l'opinion de Rust. C'est vrai que ce n'est pas donné sur le papier en ce moment. S'il faut considérer le combat, on va dire sérieusement, d'un point de vue sportif cette fois-ci, c'est vrai que là, il y a un emballement autour de la personne de Mike Tyson, mais comme toujours, Mike Tyson, il a toujours connu ce genre d'emballement. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai quand même très. Mais c'est vrai. Je vous en prie, mon cher. Bah, moi, en fait, j'allais simplement dire que, en plus, simplement pour revenir sur le fait qu'on donne à Tyson une chance qui est égale, et c'est normal puisque c'est Tyson. Et donc, s'il y a bien quelque chose qu'on sait à propos de lui, c'est que quand il s'entraîne et qu'il est motivé et qu'il s'entraîne pour de vrai, c'est difficile de s'entraîner plus dur que Mike Tyson. C'est un mec, il est comment dire, il est programmé pour s'entraîner comme une machine de guerre quand il s'y met. Mais d'un autre côté, en fait, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que Roy Jones Jr., même si, c'est comme vient de le dire Podomso, son style, de toute façon, n'était pas nécessairement fait pour bien vieillir, etc. Mais néanmoins, il a continué jusqu'en 2018 à s'entraîner. Il a continué jusqu'en 2018 à… il a dû faire évoluer ses méthodes d'entraînement pour que le physique puisse continuer à suivre, parce que forcément, il a dû se blesser plus, il a dû avoir un temps de récupération qui était de plus en plus long. Et le problème, c'est que du coup, ça, Roy Jones l'a eu. C'est-à-dire que pendant 20 piges encore, il a continué à chaque jour à améliorer un petit peu sa diète, à améliorer ce qu'il mange pour récupérer mieux, à diminuer son nombre de séances par semaine, son nombre d'heures intenses et explosives par semaine. Il a dû trouver un rythme de croisière au niveau de l'entraînement qui a fait qu'il a trouvé son régime pour que le corps puisse suivre. Forcément, ce sera moindre que ce qu'il pouvait s'entraîner pendant son prime, etc. Mais je pense qu'il a pu gérer de mieux en mieux son entraînement au fur et à mesure de sa carrière pour aller avec son âge de plus en plus avancé. Et donc, je pense que Roy Jones arrivera physiquement, en tout cas, à peu près au mieux de ce qu'il peut faire avec ce qu'il a encore comme carte dans sa manche au niveau physique. Et en fait, ce qui me fait super peur, c'est que donc, Tyson, lui, il a arrêté il y a 15 piges. Et je pense que, même s'il y a 15 piges sur ses derniers combats, probablement qu'il ne s'entraînait pas avec une discipline qui était la même que quand il était dans son prime en 86 ou un truc comme ça. Mais néanmoins, je pense que Tyson, il connaît qu'une seule vitesse, c'est la 5e en fait. Il n'y a pas de 1, 2, 3, 4, c'est 5 direct. Et le problème, c'est que je pense qu'il n'a jamais, à mon avis, appris à s'entraîner avec son corps d'aujourd'hui. Et le problème, c'est que j'ai du mal à me dire qu'il sait comment fonctionne son corps aujourd'hui et comment est-ce que son corps d'aujourd'hui répond à un entraînement intense. Et du coup, il l'a dit en fait dans l'interview avec Joe Rogan, une des premières séances de PAO qu'il a faite, qui est d'ailleurs sur son compte Insta, où il est allé, mais balls to the wall, la pédale contre le métal, et il a été à fond sur des PAO pendant genre 2 minutes. Et en fait, il a dit, le problème, c'est que j'ai fait ça. Et après, pendant une semaine, j'étais au lit, en fait, parce que je ne pouvais plus bouger. Et le problème, c'est que ça me fait un peu peur parce que là, on a vu des espèces de embedded ou des mini-documentaires qui sont d'ailleurs assez sympas sur, je ne sais plus comment s'appelle la chaîne, c'est pas Thriller, mais et où on a vu un peu que maintenant, Tyson utilisait des espèces de…
il met des espèces de nicopatch sur son corps qui sont reliés à un truc qui fait circuler du courant pour stimuler plus de fibres de façon artificielle pour qu'il puisse s'entraîner. Donc en fait, il en est à des trucs un peu en mode Drago de Rocky, mais ça me fait un peu peur parce que c'est un peu, j'ai l'impression, un truc de synthèse parce que lui-même n'a jamais appris à s'entraîner avec son corps d'aujourd'hui, quoi. Mais Mike Tyson qui devient un représentant commercial pour Télématin, quoi. Tu sais, genre, Les électrodes là et là. Les électrodes, des trucs comme ça. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est vraiment un point très, très intéressant que tu soulèves. J'aurais tendance à le partager parce qu'il y a un monde, en fait, entre être en forme à côté, et c'est vrai que j'aimerais bien avoir la forme de Mike Tyson à son âge, ça c'est clair, je vais pas le nier, et en fait être apte au combat et savoir ce que ça demande concrètement comme effort physique. Et ça, il n'y a pas de 36 solutions. Tu peux avoir toute la théorie du monde, tu peux manger aussi bien que tu veux, tu peux te lever à 6h du matin, boire du jus de betterave et des œufs comme dans Rocky. Ça ne changera pas le fait qu'il y a une grosse différence entre théoriquement et l'échéance où tu vas devoir te colter avec un mec sur 12 secondes. Tu vois. Et ça, c'est clair que l'avantage est plutôt dans la poche de Roy Jones à ce niveau-là. Quand bien même Mike Tyson, on lui connaît la capacité, voire le fanatisme dans son entraînement. Il était réputé pour ça. En tout cas, jusqu'à une certaine période. Ça, c'est clair. Après, d'un point de vue stylistique, s'il faut prendre vraiment le truc au sérieux, je trouve ça très intéressant parce que Mike Tyson, c'est une spécificité, ce mec. C'est quand même un poids lourd qui est petit, vraiment petit. Il fait quoi, 1m78, je crois, si je dis pas de bêtises. Petit, il n'a pas une grosse allonge. Et ce n'est pas... Parce qu'il y a une tradition de petits heavyweight qui sont des pressure fighters, mais plus des swarmers, quoi, qui tombent à l'endurance, qui t'étouffent. Le plus évident, c'est Rocky Marciano, c'est vraiment ça, quoi. Il épuise ses adversaires sous une pression constante et à un moment donné, comme c'est un slugger aussi, il arrive à les toucher quand les mecs sont déjà aux fraises physiquement, en fait. Mais Mike Tyson, c'était pas ça, en fait. Mike Tyson, on le rapproche à un pressure fighter, mais quand on regarde ses combats, le truc qui est exceptionnel, c'est que c'est un boxeur-puncher alors qu'il est petit. C'est un mec qui arrive à installer son jab alors qu'il est petit. Et il joue énormément sur le jab de l'adversaire. Quand tu le vois dans ses premiers combats jusqu'à son titre, c'est ça qui le rend magique, c'est sa capacité de déplacement et de désaxage et c'est le style peekaboo, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il arrive même à changer de garde et tout en entrant. C'est ça, c'est le terme. Oui, c'est la prononciation qui me fait rigoler. Nobody's perfect. Hein. Je suis français, moi, monsieur. Hein. Mais oui, c'est rigolo. Et donc, du coup, sa grande force, c'est de rentrer sur le jab de l'adversaire. Quand il esquive et puis après il rentre. Et alors là, mon gars, quand il rentre, comme tu disais, il connaît qu'une seule vitesse, c'est la violence. C'est un Mike Tyson. Il n'y a pas démarrage, passage de troisième. Non, c'est vas-y que je te décolle. C'est pas mal, c'est comme c'est ce qu'il disait. Il disait, moi, j'ai envie de briser l'os nasal de mon adversaire pour lui rentrer dans le cerveau. Tu vois, ça te donne un peu l'idée du mec. Tu vois. Et c'est vrai que là, en revanche, quand il coince contre les cordes, c'est pour ça, à mon avis, que les gens le perçoivent comme un boxeur. Un pressure boxeur, mais en fait c'est plutôt d'opportunité. C'est quand tu es contre les cordes, là il va faire ses enchaînements ultra connus, tu sais, où il te cherche au foie et puis il remonte avec l'uppercut. C'est un truc enregistré dans la mémoire musculaire. C'est vraiment genre comme faire ses lacets, quoi. C'est tellement naturel pour lui que ça part comme ça, tu vois. Et c'est vrai que c'était là où il était le meilleur comme ça. Après, quand il a commencé à arrêter de bouger, notamment quand Kevin Rooney... pardon, vas-y. Non, justement, je te coupe 2 petites secondes et je te laisse aller après, mais simplement pour solidier ce que tu viens de dire. Moi, il y a une vidéo que j'ai vue qui m'a marqué. Quand tu dis qu'en fait, c'est imprimé dans son ADN et que c'est comme faire du vélo, il y a un truc, j'étais en mode... Putain, en fait, il y a un combattant de MMA qui s'appelle Roberto Soldic et qui est super bon, qui est un combattant qui ressemble beaucoup à Crocop pour ceux qui connaissent, etc. Et il y a une vidéo que j'ai vue sur son Instagram, j'étais en mode ah ouais, donc Tyson quand même c'est quelque chose. Où en fait, c'est Roberto Soldic qui a vu la vidéo Instagram de Mike Tyson qui fait ses enchaînements au PAO. Oh putain, pardon. Et en gros, il fait un truc en parallèle, un peu en mode Gran Turismo, où tu as la voiture fantôme à côté, et il fait le même enchaînement, et il le fait à la même vitesse que Tyson. Et ce qui est impressionnant, c'est que donc Roberto Soldic, il a genre 26 ans, et c'est un combattant pro. Alors certes, c'est un combattant de MMA, c'est pas un combattant de boxe anglaise, mais il y a un truc qui est fou, c'est que donc Tyson a 51 piges, il 54. Est capable de faire le mouvement. Combien ? 54. 54 piges. Il est capable de faire les mouvements où en fait, tu sens que quand il fait par exemple un crochet, il va vraiment le chercher, il l'arme et il revient et il est capable de faire ça genre boum, boum et armer, réarmer, et en gros
vraiment développer une puissance qui est hallucinante sur un enchaînement où temporellement c'est ultra court parce que les coups il les met, il en met genre 5 en je sais pas en 1 seconde et demie, tandis que Soldic qui était le combattant de 26 piges, en gros tu sentais que pour aller à cette vitesse là il était obligé de mettre beaucoup moins de wind-up parce qu'il n'avait pas la vitesse au niveau du genre de la rotation du buste, au niveau de l'explosivité, c'est du délire. Et en plus, je tiens à souligner que Soldic, c'est un welterweight, middleweight. Hein. C'est pas Et en c'est pas un plus, heavyweight. oui, Hein. Donc, et c'est un mec qui est réputé pour son explosivité. Ouais, franchement, mais allez voir sur l'Instagram de Soldic, vous allez voir Soldic pour aller à la même vitesse que Tyson à 54 piges, il est obligé de limiter l'amplitude de son mouvement par 2, quoi. Non, mais même, en fait, pardon, je te laisse, Guillaume, hein, vas-y. Oui, non, c'était pour dire oui, effectivement, c'est peut-être pour ça aussi que tout l'entraînement de Mike Tyson, qui mine de rien reste hyper rapide, hyper explosif, est basé là-dessus. Parce que je pense aussi qu'il se dit que Roy Jones ne pourra pas tout simplement encaisser si jamais il y a ne serait-ce qu'une seule collision. Et donc, que dans ces cas-là, il n'a pas adapté son entraînement à son âge de 54 piges. Parce que mine de rien, on l'a vu, Roy Jones, sur la fin de sa carrière, c'était quand même assez poussif. Il y a eu bien évidemment le chaos contre notre cher Antonio, qui a tout changé pour lui. Et je pense que la stratégie de Mike Tyson, c'est pas du tout de se dire on va y aller tranquillement les 8 rounds. Au contraire, à mon avis, Roy Jones, si lui veut s'imposer, il a tendance plutôt à faire durer le combat. Mais je pense qu'à mon avis, il va malheureusement se faire toucher et que ce sera fini. C'est une possibilité, ça c'est clair. Je suis d'accord avec la vision du combat de Guillaume, parce que justement, ce que j'avais terminé sur le style Mike Tyson, son déclin, je ne pense pas qu'il ait été physique. Je pense que son déclin, il a été essentiellement stylistique. Et après, personnel et moral. Mais ça, c'est autre chose. Cela ne nous regarde pas, comme disaient certaines personnes. Je vous invite à lire sa biographie pour en savoir plus. Il est très, très clair là-dessus. Mais en revanche, du coup, quand il a arrêté son style de mouvement défensif et d'avancer en se défensant, ce qui est excessivement difficile, ça il faut le reconnaître. Ça correspond notamment, bien sûr, à la mort de Cus D'Amato, mais également au départ de Kevin Rooney, qui était très important dans son équipe, et justement qui avait ce style de déplacement, qui n'était pas un très très bon boxeur, mais qui avait ce style-là, donc je pense qu'il avait bien marqué Mike Tyson à ce niveau-là. Mike Tyson, c'est devenu une cible statique, et quand tu es une cible statique et que tu fais 1m78 dans une catégorie où tu as des mecs comme Lennox Lewis, et tu peux pas gagner, même si tu es très motivé, même si tu es encore du punch et tout. Et en fait, c'est ça sa grande limite. Et je pense que là, dans la perspective d'un combat contre Roy Jones, je ne sais pas combien de rounds il va pouvoir tenir en se déplaçant. Il a l'air d'avoir repris ce type de style assez évasif. C'est assez. Toi, tu parlais du truc de Roberto Soldic. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est quand il était chez une bande de journalistes, là, je ne sais plus lesquels, là, et qui leur montrait ses routines de mouvement de footwork. Et je veux dire, moi j'y arrive pas, quoi. J'ai essayé, c'était pathétique, quoi. C'est comme quand ta meuf elle essaye de faire du twerk, quoi. Tu vois, non, je déconne, je blague, tu vois, genre c'est comme ça, tu vois, genre j'avais l'air d'un goliot, quoi, tu vois, pour être très honnête. Et lui c'était naturel, quoi. Et c'était précis et tout. Et il a encore ça, tu vois, parce qu'il a il a poncé le truc comme un malade. La grande question, c'est de savoir combien de temps il va pouvoir maintenir ce type de déplacement. Mais c'est vrai que là où je... Oui. Et ce d'autant parce que finalement, quand tu vieillis, c'est quoi les styles qui marchent quand tu vieillis vraiment, tu vois? C'est le dirty boxing, c'est le clinch, c'est le savoir-faire comme ça, tu vois. Pour vous prendre un exemple, des styles économes. C'est ça, un exemple comme ça récent. Regardez le dernier combat de Josh Barnett en bare knuckle. C'est beau, tu vois. Enfin, franchement, moi, c'est un des rares combats de bare knuckle que j'ai apprécié parce que tu as tout un savoir-faire où il attrape, il tape, il bouge, tu vois. C'est un truc où tu peux t'en sortir, tu vois, où tu peux épuiser l'adversaire. Mais Mike Tyson, il n'a jamais développé ce style-là. Jamais il a accroché les gens, tu vois, pour se battre comme ça. Donc, c'est vrai qu'en termes de durée sur le combat, je pense que les premières rounds le favorisent très largement pour tout ce qu'on vient d'évoquer, son explosivité, sa puissance, le fait que Roy Jones, il n'a jamais eu une grosse résistance et même ça n'a jamais été un heavyweight durable. Il a fait quelques combats en heavyweight, mais c'est pas sa catégorie, quoi. Ça, on va être honnête. Donc tout ça, l'avantage. Néanmoins, plus ça va durer, effectivement, sur les derniers rounds, c'est 8 rounds de 2 minutes, ça va, tu vois, c'est pas 12 rounds de 3, mais quand même, néanmoins. Et ben là, en revanche, Roy Jones, lui, il a appris à faire ce travail justement de dirty boxing, d'accrochage, par la force des choses, parce que tu peux pas être un outside fighter quand tu as 40 ans, 45 ans, c'est pas possible, tu n'as pas la vitesse pour ça. Donc voilà, du coup, je tenais à dire que stylistiquement, on va avoir
un début de combat qui peut peut-être ressembler à celui de Mike Tyson contre Marvis Frazier, pour ceux qui se souviennent. Ou si ça dure, là, ça devient plus compliqué, tu vois. Enfin, ça devient plus compliqué. Mais c'est vrai que personnellement, en fait, parce que si on se fie au dernier combat de Roy Jones Jr. contre Scott Simmons, en fait, ce qui me fait un peu peur, c'est que, au-delà du fait que, que Roy Jones est allé à la décision, alors que clairement, Scott Simmons, je le connais pas personnellement, mais voilà, clairement, c'est vraiment un C-class fighter et contre un Roy Jones de la belle époque, il se serait fait enfumer probablement en 40 secondes. Mais j'ai pas l'impression que Roy Jones réussisse à faire véritablement respecter son jab, ou en tout cas qu'il puisse vraiment construire dessus, parce que son jab il fait aussi mal qu'avant. Et le problème, c'est que ça, et même c'est direct en général, en fait, parce que oui, il touche, et par exemple contre Scott Simmons, du coup, il a plusieurs fois, et il touche avec toutes ses armes habituelles, c'est-à-dire l'uppercut, mais il se fait pas respecter comme avant, en fait. Son pouvoir alors on dit toujours que le pouvoir de chaos, c'est ce qui part en dernier, mais là, alors certes, pour un mec de 50 piges, il est très rapide, Roy Jones, et la technique est là. Et Dieu sait, pour ceux qui font des sparring avec des mecs de 50 piges qui font du kickboxing depuis genre 40 ans, c'est horrible. Ils ont des poings, c'est de la pierre. Mais malgré tout, j'ai un petit peu peur que sur les premiers et sur le premier round, en fait, que Roy Jones n'arrive pas à faire respecter son jab ou son pouvoir ou sa puissance, et qu'en gros, du coup, Tyson profite de ça, parce que le jab ne sera peut-être pas suffisamment rapide que Tyson arrive comme à son habitude avec ses mouvements de busque et son pique-bout. Il arrive à avancer sur Roy Jones et à placer ses combinaisons très rapidement sans réellement recevoir de résistance. Il ne sera ni assez rapide ni assez de puissance pour se faire respecter. Et effectivement, une fois arrivé là, j'ai du mal à croire, parce que quand même, les vidéos de Tyson, alors même si son physique l'en empêche et qu'il peut faire que 3-4 fois cet enchaînement où il met genre 5 crochets, je pense pas qu'il y en ait besoin de plus de 2-3 pour éteindre n'importe quel mec, en fait. Donc, personnellement, je commence à favoriser Tyson, même si, effectivement, je pense que son physique va lâcher très vite. Ouais. Mais après, à l'âge de Roy Jones, je pense que c'est très compliqué. C'est pour ça que moi, personnellement, je pense que quand le combat aurait dû se faire, je ne sais plus quand c'était exactement, ça aurait été intéressant, on va dire. Non, mais après, bon, les gars, tout dépend de l'état d'esprit des deux mecs, en fait. Oui, je veux dire, aussi. s'ils y vont pour Moi, s'amuser, pour se marrer. Je pense qu'ils vont y aller quand même assez durement du côté de Mike Tyson, parce que justement, comme il lance son projet de Legends League Only avec pas mal de combats d'exhibition, tu vois, tu peux pas te rater sur le premier, dans le sens où directement les gens ils vont se dire bon, les mecs sont rincés, quoi. Ce copyright qui a failli fuiter, quoi, parce que League of Legends, le terme bien choisi, quoi. Non, mais oui, bon, effectivement, et c'est vrai que là, pour le coup, je m'aligne. Je pense que s'il y en a un qui prend le truc sérieusement et qui veut vraiment terminer l'autre, c'est quand même Mike Tyson qui a plus de chances de terminer Roy Jones que l'opposé, la différence. Mais en revanche, Roy Jones peut, à mon sens, si Mike Tyson se crève sur le premier round ou sur les deux premiers rounds, il peut outpointer Mike Tyson assez facilement. Je ne le vois pas terminer Mike Tyson, même si on ne sait jamais, parce qu'à plus de 50 ans, on ne sait jamais quel est l'état du menton d'un mec. C'est vraiment, on peut être surpris. Tu parlais j'ai oublié le nom du dernier adversaire de Roy Jones. Scott Simmons, même s'il n'est pas excellent, c'est un professionnel, c'est un jeune, il n'a pas autant de dégâts dans son menton et tout. Donc, c'est pas forcément comparable. Moi, je terminerai juste sur un point, c'est qu'à la limite, le petit truc qui peut avantager Roy Jones, c'est que c'est pas un mec qui combat conventionnellement et c'est pas un mec qui bâtit son style sur son jab. C'est un mec qui bâtit son style sur ses directs arrière. Historiquement, d'ailleurs. Historiquement, tu vois. Et ça, c'est pas mal parce que c'est une ouverture que Tyson a toujours trouvé, en fait. On a toujours dit que les bons jabbers, c'était sa kryptonite, mais c'est aussi un truc qui lui permet de s'exprimer, en fait. Là où il a un peu de mal, c'est les jabbers qui ensuite accrochent ou restent pas en face de lui, quoi. Mais il est très bon sinon pour éviter un jab et c'est son style, quoi. C'est son style. Et là, avoir un mec qui a un style vraiment non conventionnel, qui bouge encore. Bon, il bouge pas autant qu'avant, tu vois, mais la bête bouge encore, quoi, tu vois. Genre, c'est vrai que ça peut être. Tu vois, moi, je me dis s'il le cloque pas sur les deux premiers rounds,
ça peut faire. Enfin, Ouais. là, j'essaie de m'exciter en me disant, Ouais, ouais, c'est un super oui. combat et tout, tu vois, mais bon, ça reste un combat d'exhibition, les amis. Exactement. Ça reste un combat d'exhibition. Wesh, wesh, les amis, bien. Alors, donc, Mike Tyson contre Roy Jones. Rendez-vous le 29 novembre prochain sur la chaîne Action à partir de 4h du matin pour le grand retour d'Iron Mike. On va revenir là-dessus avec notre cher Polydomso, l'historien Polydomso, bien évidemment. Oh, Mais j'ai une proposition, moi, franchement, j'aimerais bien faire une vidéo entièrement dédiée à celui qui gagnera le combat, tiens. ah, tiens. On se lance Allez, ça, tiens. tiens. Enfin, Mon se fait, sur mon... sa carrière. Eh ben voilà. Eh ben formidable. C'est ce que nous ferons. Messieurs, à très très vite. Big shout out à My Sweet Protein, moins 45% sur tout My Protein avec le code la sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Oui, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Swear.